On est le 26 avril 1986. Il est 1h23 et 45 secondes du matin. Une explosion assourdissante déchire la nuit en Ukraine. Tchernobyl est en feu et personne ne sait encore que l'impensable vient d'arriver. Classé au niveau 7 de l'échelle internationale des événements nucléaires, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la plus grave catastrophe nucléaire jamais survenue à ce jour. Je vais vous raconter l'histoire de la catastrophe de Tchernobyl. Chapitre 1. Le contexte. Construite dans les années 70 et située en Ukraine à peu près 3 km de la ville de Pripyat, une ville qui abritait à peu près 80 000 personnes qui, pour la plupart, travaillaient pour la centrale de Tchernobyl, elle était le symbole du communisme et de la vie radieuse, un symbole du progrès soviétique. Composé de 4 réacteurs RBMK, c'est-à-dire des réacteurs qui utilisent du graphite comme modérateur et de l'eau bouillante comme transporteur de chaleur. Bon, on n'est pas en cours de nucléaire, mais ce que vous devez savoir, c'est que cette centrale permettait de fournir de l'énergie électrique à des millions de foyers. Mais derrière cette vitrine de modernité se cachaient des failles dans la conception des réacteurs nucléaires et des protocoles beaucoup trop laxistes laissaient planer une menace qui est malheureusement invisible. Chapitre 2. Le test qui a mal tourné. Le 25 avril 1986, les ingénieurs de la centrale doivent réaliser un test de sécurité sur le réacteur numéro 4. Ce test vise à vérifier si, en cas de panne de courant, les turbines du réacteur peuvent continuer à produire de l'électricité avant que les générateurs de sécurité ne prennent le relais. Initialement, ce test devait se faire l'après-midi du 25 avril, mais le réseau électrique ukrainien avait besoin d'énergie pour assurer la demande en électricité. Les responsables du réseau ont donc évidemment interdit aux ingénieurs de baisser la puissance du réacteur pour plusieurs heures. Résultat, le test a été repoussé dans la nuit, alors que l'équipe en charge n'était plus celle qui avait préparé le test. En gros, les gars qui devaient faire le test faisaient dodo, alors on a demandé à d'autres moins expérimentés de le faire à leur place. Alors là, bravo. Malgré les avertissements, le test continue, tout le monde s'en bat les reins. À ce moment-là, la puissance du réacteur est à environ 3200 MW, ce qui est dans la normale. Entre minuit et minuit 28, les ingénieurs commencent à baisser progressivement la puissance du réacteur pour effectuer le test, mais une erreur humaine provoque une chute incontrôlée de la puissance. En quelques minutes seulement, la puissance passe de 3200 MW à 30 MW. Ouais. Puisque la puissance devait être d'au moins 700 MW, on est un petit peu loin. Voilà. Évidemment, à ce stade, je vous cache rien en vous disant que le réacteur est évidemment instable. Alors là, ils décident d'arrêter l'expérience, de la refaire après et tout. Non. Eux, ils continuent l'expérience, voilà, ils ne veulent rien savoir. À minuit 40, les opérateurs commencent à retirer manuellement les barres de contrôle pour faire remonter la puissance. Le problème dans tout ça, c'est que ces barres sont essentielles pour contrôler la réaction nucléaire. Rien que ça. En 4 minutes seulement, ils parviennent à faire remonter la puissance à 160 MW, puis la puissance remonte doucement à 200 MW. Et donc, le système de régulation automatique est réactivé, la puissance se stabilise, ça c'est vrai, mais le réacteur, il est toujours instable. Donc on part vraiment progressivement pour que vous sachiez les événements dans leurs détails des détails. À minuit 45, des signaux d'alarme sont ignorés. Est-ce que vous avez pensé à ça? Des systèmes d'alarme sont ignorés et même désactivés. Vous voyez le culot du truc? Apparemment pour préserver la faible puissance du réacteur. Je sais pas. Il est supposé qu'Anatoly Dyatlov, l'ingénieur en chef adjoint de la centrale, a fait pression sur ses employés qui exprimeraient une quelconque objection. Voilà, faites-vous un portrait de ce gars-là, vraiment. Même Doflamingo, il n'est pas aussi torché. Entre 1h et 1h23 du matin, l'équipe continue le test sans se rendre compte du degré du danger de la situation. Beaucoup de vapeur s'accumule dans le réacteur à cause du manque de refroidissement. Et plus il y a de vapeur, plus la réaction s'accélère. Vous pouvez remarquer que tout n'est pas sous contrôle, mais plutôt le contrôle est en dessous de tout. Voilà, ça se dit en déjà, j'ai essayé de le dire en français. L'équipe coupe l'arrivée de la vapeur vers les turbines pour simuler une panne d'électricité. Il faut quand même effectuer le test. Normalement, je dis bien normalement, dans le cadre normal, le réacteur devait se stabiliser. Dans le cadre normal. Est-ce qu'on est dans un cadre normal? Non. Et donc, vous comprenez bien qu'à cause des erreurs précédentes, il devient plus instable. Il faut savoir que à ce moment-là, les ingénieurs ne savent pas que tout ça est déjà hors de contrôle. La réaction nucléaire, comme j'ai déjà dit, elle s'accélère au lieu de ralentir et devient incontrôlable. 1h23
et 40 secondes. Alexander Akimov appuie sur le bouton AZ5 qui est censé normalement arrêter immédiatement le réacteur en insérant les barres de contrôle. Et problème, oui parce qu'il y a toujours un problème, on est dans les problèmes, là il y a que des problèmes. Et évidemment on pouvait s'attendre à une catastrophe. Vous savez on parle pas de jouer, je sais pas, on parle de nucléaire. Vous savez c'est un truc, il faut pas jouer avec le nucléaire. Il y a des trucs avec lesquels on peut parfois faire des petites erreurs et tout, et il y a des trucs où on ne doit pas faire d'erreur, et pas la moindre erreur. Là, il y a beaucoup d'erreurs, il y a des milliers d'erreurs de la part des ingénieurs, et aussi de la part du matos. Et l'erreur dont je vous parlais, du matos, c'était le graphite. Les barres de contrôle avaient des extrémités en graphite. Le graphite, c'est un modérateur qui va accélérer la réaction pendant un court instant avant de l'arrêter. Genre, il va l'accélérer en quelques instants, et puis, pouf, la réduire. Ça, c'est le graphite. Globalement, c'est ça. Et en fait, pourquoi ils utilisaient le graphite? Parce qu'il était faiblement enrichi en uranium. L'uranium faiblement enrichi, c'est moins cher que l'uranium enrichi. Logique. Voilà. C'était moins cher et plus facile à produire pour l'URSS. Contrairement aux réacteurs occidentaux qui utilisaient de l'eau pressurisée, le PWR, celui-ci, il nécessite de l'uranium enrichi. Question d'argent et tout. Il n'y a que des erreurs en fait. En une fraction de seconde, la puissance monte de 200 à 30 000 mégawatts. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Ça y est, c'est fini en fait. Le réacteur devient une bombe nucléaire qui est 400 fois plus radioactive que la bombe d'Hiroshima. Ouais, celle qui est tombée au Japon en 1945 ou 44. Voilà, pour que vous ayez le degré du danger de la situation. 1 heure, 23 minutes et 45 secondes du matin. 2000 tonnes de béton recouvrant le réacteur sont projetées en l'air et retombent sur le cœur du réacteur qui va être fissuré. La ville de Pripyat ne sait rien encore de la catastrophe, mais ils ont évidemment entendu le bruit. Ils sont à 3 km du truc, tandis qu'une lumière au reflet bleu se dégage du trou formé. Chapitre 3. Les premières réactions. Une énorme explosion secoue toute la centrale. Les ingénieurs en salle de contrôle ressentent une certaine intensité de vibration, mais ils ne réalisent pas encore que le réacteur a complètement explosé. Plusieurs employés sont déjà brûlés par le rayonnement radioactif, tandis que d'autres sont morts sur le coup lors de l'explosion. Les pompiers arrivent sur la scène et essaient d'éteindre le feu. Vous vous doutez bien qu'ils ne savaient pas que c'était radioactif et tout. Donc ils ne comprenaient pas le degré de la situation. Donc ils sont allés avec leur équipement traditionnel pour éteindre le feu avec de l'eau. Le problème encore, c'est qu'ils tentent d'éteindre un feu qui est un petit peu, on va dire, exceptionnel. C'est un feu spécial. En fait, l'eau peut réagir avec le graphite en fusion et aggraver la situation. Certains pompiers commencent à vomir à cause des radiations mortelles dont ils sont exposés. Mais ils continuent leur mission. À 3 h du matin, les autorités sont informées de la situation, mais ils minimisent le désastre. Aucune alerte n'est donnée à la ville de Pripyat, qui est située, je vous rappelle, à 3 km de la centrale de Tchernobyl. Cette dernière qui a été évidemment réveillée par le bruit et les vibrations. Curieux et ne se doutant de rien, certains sont même sortis de chez eux pour observer le spectacle sur un pont. Un pont qu'on surnommera par la suite le pont de la mort. Puisque beaucoup de témoins affirment que toutes les personnes qui étaient présentes sur le pont étaient mortes en quelques semaines, ou bien même pour les plus chanceux, en quelques années. À 4 h du matin, les pompiers les plus exposés sont emmenés vers l'hôpital. Ils portent toujours leurs vêtements contaminés qui empoisonneront par la suite d'autres personnes de l'hôpital. Et vous devez savoir un truc, c'est que le taux de radiation est déjà 10 000 fois supérieur à celui de la normale dans toute la région. Chapitre 4. Les conséquences. L'explosion de Tchernobyl libérera une quantité colossale de radiation qui va contaminer une grande partie de l'Europe. Les conséquences sanitaires sont désastreuses et catastrophiques. Cancer, malformations et maladies chroniques. Pendant ce temps, les autorités soviétiques minimisent l'ampleur du drame. Voilà, on s'en fout du peuple, il faut surtout garder une bonne image. L'Union soviétique avait d'abord essayé de cacher la catastrophe. Ouais, rien que ça. C'est comme les gamins qui font des bêtises et qui refusent de l'admettre, sauf que là, on a affaire à une union de pays et où il y a eu une explosion d'un réacteur nucléaire. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Au début, l'alerte a été donnée par la Suède, qui a détecté une augmentation anormale de la radioactivité. 116 000 personnes ne sont évacuées qu'après 36 heures, mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. La gestion catastrophique de Tchernobyl a donc affaibli la confiance au sein de l'Union soviétique, évidemment. Ainsi, l'énorme coût de la catastrophe a donc contribué à la crise économique qui a mené à la dissolution de l'URSS en 1991. Aujourd'hui, Tchernobyl est une ville
ville fantôme, un lieu figé dans le temps où la nature a repris ses droits. Mais les radiations, elles sont toujours là et elles le seront encore pendant des milliers d'années pour rappeler la stupidité humaine. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle me tenait vraiment à cœur, je vais pas vous le cacher. Et pour ceux et celles qui veulent plus de détails, plus que ça, je vous invite à regarder la série qui est sortie en 2019, Tchernobyl, qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je l'ai regardée, je me suis dit, c'est incroyable, je vais en faire une vidéo. Vraiment, c'est comme ça que j'ai réalisé cette vidéo. En tout cas, moi je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui arrivera très bientôt. Allez, ciao!